Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Décideurs Magazine. Ce matin, nous abordons un thème qui fait l'actualité dans de nombreuses entreprises, celui du retour au bureau et de ce qu'on cherche à adapter dans nos bureaux pour répondre aux enjeux de la période, après une période d'hyper-télétravail qui a été une expérience qui a marqué les esprits comme les usages. Beaucoup d'employeurs, de DRH, sont actuellement en cours de réflexion, se préoccupent de savoir comment adapter leurs locaux pour donner envie aux collaborateurs de revenir, de jouer pleinement la carte du retour au présentiel, pour travailler le lien entre le collaborateur et l'entreprise, et puis arriver à générer le goût du collectif, le sens au travail que le bureau permet de générer. Et justement, j'ai dit générer déjà 2 fois, puisque c'est le thème de notre session, le bureau régénérant, une session que nous avons construite autour de l'expertise du cabinet JLL et d'une étude qui a été réalisée par ce cabinet, qui vous sera présentée par Flore Prader et Rémi Calberac. Je remercie de leur présence ce matin. À leur côté, Anne Talagrand, DRH de Fujitsu France, qui est en plein emménagement dans ces nouveaux locaux, dans une tour de la Défense, et qui donc est au plein cœur de ces réflexions et de ces préoccupations que nous évoquons ce matin. Alors avant qu'on démarre, je vous précise 2 choses. Premièrement, la présentation et donc les résultats de l'étude dont je parlais vous sera transmise à l'issue de la matinale. Donc si nous accélérons un peu sur certaines slides, ne vous inquiétez pas, vous les obtiendrez ensuite par mail. Et deuxième précision, vous avez un chat sur le côté de l'écran que vous pouvez utiliser pour nous adresser vos questions, et n'hésitez pas à le faire au fil de l'eau, même si on a plutôt prévu de réserver un temps pour les traiter en fin de session. Voilà, alors avant de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter en 2 mots, et l'émission de JLL et celle que vous occupez spécifiquement chez JLL, en commençant par vous, Flore. Oui, bonjour à tous. Donc chez JLL, on accompagne les entreprises sur leurs projets immobiliers, sur toutes les étapes du cycle de vie des projets immobiliers, depuis la recherche de bureaux jusqu'à la conception de l'aménagement et même la conduite du changement. Chez JLL, pour ma part, je m'occupe de toutes nos activités de recherche sur l'évolution des modes de travail, le bureau de demain. Et donc, j'ai été assez occupée au cours des derniers mois pour essayer de cerner un peu ce qui était en train de se transformer On imagine. dans les bureaux. Rémi ? Pour ma part, bonjour à tous, Rémi Calverac, je dirige les activités de transformation de l'environnement de travail chez JLL en France, ce qui regroupe des activités qui touchent au domaine RH, au domaine physique, l'environnement qui nous entoure, et au domaine technologique, bien évidemment, les trois étant complètement indissociables. Et comme pour Flore, nous avons été très sollicités, évidemment, depuis 1 an et demi, sur la grande transformation et le chamboulement que nous vivons tous. Merci Rémi. Il ne reste plus que vous, Anne. Bonjour à tous, donc Anne Talagrand, directrice des ressources humaines de Fujitsu France. Donc Fujitsu qui est leader mondial des produits et services informatiques. Et j'ai eu la chance de piloter récemment le projet de déménagement de Fujitsu à la Défense. Ouais, on y reviendra largement. Et d'ailleurs, on va commencer par vous, puisqu'on s'est dit que pour démarrer nos réflexions, c'était bien de faire une première état des lieux, avec un petit flashback, retour en arrière sur l'expérience de la crise sanitaire et comment elle a modifié les modes de travail, et évidemment les conclusions que vous en avez tirées. Alors, je crois qu'on démarre la présentation par ceci d'ailleurs, et je fais signe à la personne en studio pour qu'on y aille. Alors voilà, merci d'avoir préparé cette présentation pour nos participants. Alors ça c'est déjà une présentation du groupe, effectivement, parce qu'on est allé un petit peu vite là-dessus peut-être. Oui, donc effectivement Fujitsu compte 130 000 collaborateurs dans le monde, 350 en France, donc on parle d'une PME sur les épaules d'un géant. Et donc nous sommes un groupe japonais. Voilà. Tout à fait. Alors ça, c'est votre nouvelle tour, là, qu'on voit en grand? Alors, non. Je pense que c'est plutôt au Japon. Voilà. Alors, du coup, comment ça s'est passé pour le groupe quand la pandémie a démarré? Alors, donc, il faut savoir que la bascule en télétravail s'est faite sans rupture, parce qu'on était prêt d'un point de vue technique et managérial à basculer. L'expertise de Fujitsu, qui est de digitaliser les entreprises, évidemment, est au cœur du sujet des nouveaux modes de travail. Donc on avait préparé le terrain en faisant des tests au préalable avant de rentrer en confinement.
avec un test grandeur nature où tous nos salariés étaient en télétravail à 100%. Donc ça nous a permis en quelques jours de basculer sans aucune rupture en télétravail. Donc le télétravail n'était pas une découverte pour Fujitsu, on avait déjà cette culture du télétravail très présente pour nous. Donc ensuite, on a mis beaucoup de choses évidemment en place, à la fois pour prendre soin de la santé et de la sécurité des collaborateurs, de garder de la proximité avec nos collaborateurs. Beaucoup de communication formelle et informelle a été mise en place. Des points qui ont été bimensuels pour tous les collaborateurs de la part du comité de direction pour redescendre de l'information aux collaborateurs. On a également mis en place des points managers, mais on y reviendra un peu plus tard tout à l'heure. On a mis en place des meet-up, des morning coffee permettant aux salariés de s'exprimer et de garder du contact avec les collaborateurs et de partager aussi des bonnes pratiques en télétravail. Voilà. Et vous avez mené une étude pendant le courant de la crise sanitaire, ce qui vous a permis de suivre un peu l'évolution des préoccupations des collaborateurs. Oui, tout à fait. Donc on a sondé nos collaborateurs sur leurs préoccupations, sur comment est-ce qu'ils se sentaient aujourd'hui en télétravail et quelles étaient leurs envies de nouveaux modes de travail, de retour au bureau dans une perspective de notre déménagement dans les mois qui allaient arriver. Et donc, vous avez vu évoluer leur retour pendant les 18 mois de la crise ou c'était resté assez stable parce que vous étiez assez près? C'était resté assez stable. Les collaborateurs nous avaient fait part de leur envie de garder un mix de travail au bureau et de télétravail, avec en moyenne 2 jours et demi à 3 jours de télétravail. Donc on a, nous, renégocié notre accord de télétravail pour avoir un accord plus flexible pour les collaborateurs, leur permettant de choisir entre 8 à 10 jours par mois, des jours non fixes, donc pour garder une flexibilité, en télétravail à la maison. Il y avait aussi cette dimension où on voulait garder du contact avec nos collaborateurs, donc ce mix de travail hybride en présentiel et en distanciel, pour ne pas devenir cette entreprise qui est une coquille vide et finalement qui perd un peu contact avec les collaborateurs. Flore, alors c'est exactement, merci Anne pour ce partage. Donc c'est exactement, on va dire, ce que vos clients et les entreprises que vous accompagnez ont rencontré comme problématique et comment elles posent le problème. Ce qui nous amène à peut-être démarrer les choses de tout ce que vous avez dit. Voilà, vous avez beaucoup travaillé sur les sujets, tout ce que vous avez dressé comme constat, oui, puisqu'il faut partir des constats, effectivement, des ressentis et des attentes des collaborateurs, et avec les constats positifs, mais quelques risques aussi à traiter pour ensuite construire sa politique de travail à distance et construire aussi ce qu'on veut trouver dans le bureau qu'ils retrouvent. Alors voilà, exactement, c'est cette première slide qui s'affiche. Alors, racontez-nous déjà un peu cette étude en elle-même, comment vous l'avez conduite? Alors en fait, cette étude, elle s'inscrit dans une saga d'études qu'on a... Saga. Une vraie saga. D'accord. Donc nos lecteurs attendent chaque nouveau volet. D'accord. Et donc au fil des mois, on a vraiment sondé les collaborateurs pour comprendre, donc des salariés, des travailleurs de bureau à travers le monde, pour comprendre comment évoluer les attitudes vis-à-vis du travail distant, quelles étaient leurs attentes par rapport au bureau et comment ça a évolué dans le temps. Donc on s'est intéressé à la notion de performance et donc on a proposé une nouvelle définition de la productivité qui est toujours le grand sujet brûlant. On s'est intéressé aux questions d'expérience de travail, aux nouvelles préférences des salariés. Et puis, dernier volet qu'on vient de publier autour du bureau régénérant. On s'est dit, quel est ce bureau que les salariés attendent? Quel est le bureau qui va vraiment leur donner envie de revenir et d'être pleinement engagés? Et oui, c'est toute la question. Alors... Peut-être, merci, la slide suivante. Alors, comment vous avez traité les différents thèmes? Totalement. Donc, en fait, les questions qu'on avait en tête, c'était celle de la responsabilité de l'employeur. Quelle est la responsabilité aujourd'hui? Parce que finalement, on a des salariés qui sont de plus en plus en demande. Et du coup, ça interpelle beaucoup l'employeur sur jusqu'où je les accompagne. Qu'est-ce qu'il est légitime d'attendre de ma part, employeur? Donc, quelles sont les attentes de ces salariés? Qu'est-ce qu'il leur faut pour être résilient
face à un contexte de crise qui est quand même assez éprouvant. Et puis la grande question qui nous anime avec Rémi sur ce modèle hybride, comment on en fait un modèle pérenne qui fonctionne bien dans le temps et qui permet de garder des gens à la fois engagés et puis performants. Alors, la slide suivante. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on a eu 2 approches. Une première approche d'enquête, donc je vous le disais, on s'associe avec des instituts de sondage pour comprendre comment les attitudes des salariés évoluent dans le temps. Donc, on a sondé 3000 salariés de bureau sur ce nouveau volet dans 10 pays. Et puis, on a collaboré avec un anthropologue parce qu'en fait, on se rend compte que ces sujets immobiliers sont très entremêlés avec des sujets beaucoup plus humains, avec les sciences sociales. Et donc, on s'est associé à un anthropologue aux États-Unis pour essayer de décoder vraiment en finesse tous ces nouveaux modes de travail qui étaient en train de se dessiner. Ce qui fait qu'un jour, on pourrait construire une autre matinée où on ferait des comparaisons entre États-Unis, Chine et Australie. Totalement, on a la matière. C'est noté. Merci Flore. Alors, mais pour l'instant, quand même, quand on compile tout ça, ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui ressort ? Alors, le sujet phare en fait de cette étude, c'est la notion de qualité de vie au travail. Donc, qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail ? Est-ce qu'elle est améliorée ou pas par ce travail distant ? Il y a un côté qui est très arithmétique, c'est le temps de travail et comment j'articule mon temps privé et mon temps professionnel. Quand on regarde comment les gens ont réutilisé leur temps de transport, on voit qu'en fait 80% a été réalloué à de la qualité de vie. Donc la qualité de vie, c'est prendre du temps pour mon bien-être, pour mes loisirs, et donc ça, c'est vraiment un acquis. Et en même temps, on a quand même 20% de ce temps de transport qui a été réalloué à travailler davantage. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un gagnant-gagnant pour l'employeur parce que oui, il y a de la qualité de vie, mais finalement, les gens travaillent aussi un peu plus quand ils sont à distance, en volume horaire. Donc on se dit, il y a du gagnant-gagnant. Si on poursuit sur la slide suivante, en fait, on se rend compte que finalement, ce travail hybride, on sait qu'il va durer. On sait parce que quand on sonde les salariés, et on le retrouve dans le retour de Fujitsu, tout le monde, 70% des salariés en France aujourd'hui nous disent, des travailleurs de bureau nous disent, on veut voir perdurer le télétravail. Ils nous parlent en moyenne de 2 jours de télétravail par semaine. Mais ils nous disent aussi qu'ils veulent revenir au bureau. 87% d'entre eux disent, je veux revenir au moins une fois par semaine. Donc c'est vrai qu'on nous a beaucoup interrogés en nous disant, mais est-ce que le bureau va disparaître ? Est-ce qu'on a encore besoin de bureau ? Nous, on dit, oui, totalement, puisqu'en fait, on voit qu'on est dans cette solution hybride. Mais pour autant, on voit aussi que ce travail distant, il soulève beaucoup de questions. Des questions sur la qualité de la collaboration. Est-ce qu'on arrive à garder des relations de qualité quand on est à distance ? Oui, pour les relations du quotidien, pour collaborer au quotidien, mais est-ce qu'on arrive à aller au-delà ? Des questions également sur le niveau d'énergie ressenti par les salariés au travail. On sait aujourd'hui que 42% en France nous disent non, je sens que je n'ai plus l'énergie que j'avais auparavant au travail. Donc une vraie question. Et un dernier sujet sur la charge de travail. Comment je gère ma charge de travail ? Parce que le travail hybride, c'est très beau, ça rend autonome les gens. Il y a beaucoup de promesses derrière le travail hybride. Mais en même temps, c'est beaucoup de pression côté collaborateur pour arriver à gérer au mieux sa charge de travail. Donc on voit beaucoup de questions derrière ce nouveau modèle d'organisation. Si on poursuit dans le diagnostic, un diagnostic sur l'engagement d'abord. On se rend compte que vous avez aujourd'hui un travailleur sur 2 qui vous dit qu'il ne s'est pas senti suffisamment reconnu dans la période par rapport aux efforts qu'il a investis dans son entreprise. Donc je pense que Fujitsu, vous êtes vraiment un très bon modèle, mais il y a des salariés qui se sont sentis un peu lâchés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce ressenti ? Vous avez 40% qui vous disent « je ne me suis pas senti soutenu par mon employeur pendant la pandémie ». Donc, une vraie alerte. Et le couperet tombe, vous avez 26% aujourd'hui qui vous disent qu'ils commencent à regarder ailleurs et à ne plus se projeter dans l'entreprise. Donc, une alerte. Et après, on a dressé un diagnostic sur 3 piliers qui nous semblaient fondamentaux. La santé sociale, physique et morale. Et mentale. Et donc, premier volet, la santé mentale. On en a énormément parlé dans les médias. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au-delà de se sentir à l'abri ou pas du virus, il y a un second sujet qui est que les gens, en fait, quand ils sont à distance, ils se sentent plus protégés des pressions mentales. Donc, une vraie alerte. Pourquoi est-ce qu'on se sent mieux protégé à distance quand on est
à distance du travail. Donc ça, c'est une alerte en se disant, il faut que ce bureau il redevienne plus inclusif, plus protecteur en fait. Et la question, c'est celle du cocon protecteur. Moi, je parle de civilisation du cocon, parce que le risque, c'est que tout le monde se replie dans sa bulle et se dise à la maison, on est tellement mieux, on est tellement plus à l'aise. Le deuxième volet du diagnostic, c'est celui de la santé physique. Et là aussi, un diagnostic en demi-teinte. Je vous disais, à la fois, on voit que les gens se questionnent sur la charge de travail et en même temps, travailler depuis la maison, là, vous le voyez à l'écran, c'est très très clair. C'est un vrai gain sur la qualité des repas que vous pouvez faire le midi quand vous avez le temps de cuisiner, le temps passé en famille, la capacité à faire des pauses dans votre journée, la qualité du sommeil. Donc ça interpelle beaucoup. Il ne faut pas que le travail au bureau soit nuisible ou en tout cas peu favorable à tous ces aspects. Donc, des questions sur la qualité de vie qu'on propose dans nos bureaux. Et enfin, le dernier pilier qui est la santé sociale. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, vous avez uniquement un tiers aujourd'hui des travailleurs de bureau qui vous disent qu'ils ont gardé à distance des relations de qualité avec leurs collègues. Donc, des relations de qualité, c'est oui, je collabore, mais en plus, j'entretiens de l'informel et j'entretiens une vraie qualité relationnelle. Donc ça aussi, c'est quand même une vraie alerte. Anne, on avait commencé à en parler de cette façon d'entretenir l'informel malgré la distance. Peut-être on peut rentrer un peu dans les détails, puisqu'effectivement, là, dans tous les constats que Flore vient de dresser, la place du collectif, du lien social et le rôle spécifique du manager est en creux pour venir répondre à tous ces enjeux, en commençant par les identifier. Et ça, par exemple, le baromètre dont vous nous avez parlé est un des éléments, mais il y a le relais de terrain qu'est le manager de proximité. Comment vous avez abordé les choses ? Donc, effectivement, le rôle du manager est essentiel dans l'accompagnement des salariés, et nos salariés qui ont été régulièrement sondés nous ont dit s'être sentis soutenus tout au long de cette période, à la fois par leur manager, par la direction, par l'équipe RH. Ils étaient vraiment accompagnés. Donc il faut savoir qu'on a mis en place des points managers tous les 15 jours, qui sont devenus vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise, qui ont donné des repères aux managers et qui ont permis de rassurer tous les collaborateurs. Donc dans ces points managers, on partageait des bonnes pratiques, chacun pouvait partager aussi les freins qu'ils avaient. Il y avait des vrais échanges, et dans les bonnes pratiques, notamment, il y avait celle de rester connecté à ses équipes et d'avoir des rendez-vous quotidiens avec ces équipes qui peuvent être des points informels de 15-30 minutes pour savoir déjà comment vont les gens, est-ce qu'ils sont bien équipés. On a permis donc aux gens de venir récupérer des chaises de bureau, des écrans au travail s'ils en avaient besoin. Donc tout ça a permis effectivement que les salariés se sentent en sécurité, puissent travailler et être accompagnés et être dans un cocon, comme le disait Flore. Ça s'affiche sur la slide que vous nous avez transmise. Et donc, on a les meetups, les morning coffees, les stay-up, les kick-off virtuels et le point business bimensuel. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez tout conservé ? Alors oui, on a tout conservé dans un mode hybride aujourd'hui. Donc je pense que c'est des nouvelles expérimentations, mais c'est notre nouveau mode de travail aujourd'hui, ce mode hybride, qui est très important, et donc on fait tout pour le rendre vivant à distance et en présentiel. Voilà. Et oui, parce que c'est pas le moment de lâcher ces bonnes pratiques. Et après, vous aurez peut-être un pan où vous ferez l'audit, voir s'il faut les adapter. Mais effectivement, beaucoup des DRH qu'on rencontre ont maintenu absolument à l'identique. D'autant que pour l'instant, il y a encore toujours une partie de l'équipe qui n'est pas là, en fait. Et ça, donc, ça change en profondeur les pratiques. Flore, peut-être votre réaction là-dessus, sur la place, en fait, de ces moments informels, sur le rôle du management pour aider les salariés à passer ce cap du mode hybride. Alors, je crois qu'on avait peut-être une slide juste avant celle-ci qui pourrait venir illustrer ce point-là. Mais en fait, on a posé la question... Ah non, on l'a pas. Alors, je l'ai en tête, c'est pas grave. En fait, on a interrogé les salariés pour leur demander à quel point vous sentez-vous soutenu par votre manager pour adopter des modes de travail plus sains, en fait.
des Je pense que routines c'est de celle-ci, travail. Flore, regardez, non? Ah bah voilà, Elle était juste formidable. après les ronds. Des routines de travail voilà, plus saines. Et donc, parce qu'on sait que le rôle du manager est clé là-dedans. Et donc, on voit qu'en fait, vous avez seulement 28% qui estiment que oui, le manager est pleinement moteur, qu'il est derrière eux, qu'il les incite à faire des pauses quand ils ont besoin, vraiment gérer leur journée de travail au mieux. Et ce qui m'interpelle beaucoup, moi, dans ces résultats, c'est quand on regarde le 40% des gens qui vous disent en fait, je me suis senti soutenue par mon manager, mais à condition que ça ne vienne pas impacter mes heures de travail et donc que je reste pleinement disponible. Donc en fait, on se rend compte que oui, c'est un soutien, mais un peu de façade. Et donc pour moi, le vrai sujet qu'on retrouve d'ailleurs sur la slide précédente, on fait des va-et-vient, sur la slide précédente en fait. Pas grave, on peut le faire. Merci. Merci à la technique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, on a travaillé avec un anthropologue pour comprendre comment les travailleurs hybrides organisaient leur journée de travail. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait totalement explosé le modèle traditionnel. Le modèle traditionnel, c'était tout le monde démarre à 8 heures et finit à 18 heures, peu ou prou. Puis, on s'est acheminé vers un modèle de travail plus flexible, où on a commencé à se dire, bah oui, on peut, pourquoi pas, commencer à décaler un peu les horaires pour s'adapter aux impératifs de chacun. Et ce qui s'est joué pendant le confinement, c'est qu'en fait, on a vu les gens, pendant le confinement et le déconfinement, étaler leur journée de travail. Donc, en fait, travailler sur une plage horaire plus importante, mais avec des pauses dans la journée. Et donc, du coup, on a une journée beaucoup plus éclatée avec peut-être un moment où la personne veut avoir le temps d'aller chercher ses enfants à l'école, puis se remet à travailler. Donc, on est dans des alternances en fait, de cycles entre du travail, des pauses pour soi, pour sa santé, son bien-être, sa famille, et du retravail. Et en plus, subtilité, on a des gens qui alternent entre différents lieux. Et donc, on a... En fait, si vous voulez, chaque courbe représente un parcours type. Et donc, vous avez des gens qui font uniquement à distance, d'autres qui vont panacher. En fait, je démarre le début de ma journée à la maison, je vais au bureau ou dans un coworking, et puis je reviens à la maison. Et d'autres qui sont plus au bureau. Donc, vous voyez à quel point ça devient complexe. Et du coup, le sujet, c'est est-ce que les employeurs sont prêts, offriront cette flexibilité-là de se dire, voilà, il y a un bénéfice en plus, mais mes collaborateurs sont connectés plus longtemps. Mais en même temps, j'accepte que peut-être de 16h à 17h, ils ne sont pas disponibles parce qu'ils ont un temps pour eux, pour leur bien-être, pour leur famille. Ça, c'est peut-être le cran du dessus, là. On n'y est pas encore, non? Alors après, en plus, pour un DRH, je pense que la journée étalée là, ça allume le warning de la déconnexion, de la gestion du temps de travail du salarié. Là, on est en plein cœur d'une grande complexité, non? Peut-être, Anne? Oui, tout à fait. Je pense que c'est en plein cœur du sujet et c'est tout à fait ce qu'on vit déjà chez Fujitsu, avec des journées éclatées, des gens qui viennent le matin, qui repartent l'après-midi chez eux. Ça demande beaucoup de confiance de la part du management. Totalement. Et je pense que chez Fujitsu, on arrive à faire confiance, on a une vraie culture de la bienveillance. Et je pense que la culture managériale est très favorable à ce mode de travail aujourd'hui. Donc là où il faut faire effectivement très attention, et Flore le disait très bien, c'est le fait que les journées soient éclatées, et donc c'est la déconnexion. Ouais. Et donc pour ça, chez Fujitsu, on a lancé de la prévention sur ces sujets-là, avec des interventions de psychologues du travail qui parlent de la déconnexion. On forme nos managers sur ces sujets-là pour être très attentifs aux problèmes de connexion le soir ou en dehors des horaires classiques de travail. Ouais. Mais ça, c'est ce que disait Flore sur la nécessité d'accompagner le salarié sur des bonnes habitudes de saines de travail et de rapport à la charge de travail. Et c'est vrai que peut-être, enfin vous avez décidé de donner des indications aux managers, maintenant vers les salariés, mais parfois on se demande jusqu'où je peux aller moi en tant qu'employeur pour attaquer ces sujets où la frontière perso-pro peut être questionnée, quoi. Est-ce que vous avez ces retours ou c'est plutôt naturellement reçu par les collaborateurs, par exemple les démarches que vous venez d'évoquer?
Alors c'est plutôt bien reçu par les collaborateurs parce que ça leur permet de s'organiser, ça permet une flexibilité pour prendre des pauses, pour un rendez-vous entre deux, aller chercher les enfants à l'école. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien vécu par les collaborateurs. Bon, de toute façon, on fera un point d'étape dans 6 mois. Oui. Et c'est vrai que sur cette, peut-être encore une nuance, ce qui a été intéressant également dans ce retour, c'est qu'on a vu qu'en fait, la passerelle du temps professionnel au temps privé n'était pas forcément évidente, Non. et que le temps de transport, qui était tellement décrié, avait aussi de vraies vertus, puisqu'il permettait de gérer ce petit sas entre le professionnel et le privé. Oui. Et on a vu des entreprises créer un sas artificiel en disant... théoriquement, votre journée de travail va peut-être s'arrêter là dans une demi-heure. Commencez à plier vos bagages, à vous mettre dans un esprit, à clôturer vos sujets pour vous dire, et essayer de ménager ce petit sas qui vous permet d'être même mentalement plus frais et plus disponible. Oui, on a tout à fait ce retour, effectivement, chez Fujitsu des collaborateurs qui manquent un sas de décompression, de changement d'environnement entre le travail et la vie personnelle. Donc avant, c'était les transports en commun, ça pouvait être dans la voiture, même si je suis dans les bouchons, je change. Un peu de marche, un petit peu de... Voilà. Donc ça, je pense que c'est très important. Je serais très intéressée de connaître les sas artificiels créés par les entreprises. Bon, il faut qu'on parte à la recherche de ça. Vous nous transmettrez dedans. On montera une autre matinée pour ces pratiques-là. Je crois que vous aviez encore une ou deux slides de conclusion sur les résultats de l'étude. Alors, je ne sais plus. Le rôle du manager, on en a discuté. Et je pense que justement, sur cette notion de sas, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on en parle en fait à la fin de la journée de travail entre le temps professionnel et le temps privé, mais il y a même un besoin, on voit aujourd'hui, au sein de la journée de travail, et donc on réfléchit avec nos designers aujourd'hui à créer ces lieux tampons, ces lieux de sas, qui permettent peut-être de ne pas enchaîner des réunions les unes derrière les autres, mais d'arriver à se régénérer même au sein de la journée de travail en fait. Et ça, mais Rémi va très bien en parler. Oui, ça va être la partie de Rémi, de voir dans tous les enjeux décrits par Flore, quelle peut être la place du bureau lui-même, parce qu'il peut amener des réponses efficaces à certains des enjeux qui ont été évoqués. Alors justement, quelles sont aujourd'hui les attentes des collaborateurs comme des dirigeants vis-à-vis du bureau? Comment vous abordez les choses chez JLL? Alors, les choses sont a priori assez complexes, puisqu'on vient de le voir, on touche à des domaines managériaux, RH, collaborateurs, corps social, santé. Il ne faut pas oublier qu'on est là quand même pour créer de la performance et pour que l'entreprise tourne et s'épanouisse. Donc, il faut trouver une ligne de crête entre ces nouvelles attentes collaborateurs et puis quand même... la performance de l'entreprise, parce qu'on est quand même là pour ça. Et le sujet est assez épineux, puisque beaucoup d'entreprises ne savent pas trop par où commencer à travailler. On est sur de multiples dimensions. Donc la clé de voûte, elle est évidemment sur l'organisation du travail. C'est l'organisation du travail qui va dicter finalement ce que l'immobilier peut apporter. Donc elle commence toujours sur une réflexion autour du télétravail. Et là, je ne parle pas des accords, puisque là, les accords sont en grande partie signés, en cours de négociation, et ils sont plus ou moins flexibles. Et on voit qu'on atterrit en moyenne sur 2 jours avec quand même un minimum de souplesse qui a été donné dans les entreprises. Là, la phase qui s'ouvre, qui a commencé chez certains et qui n'a pas encore commencé chez tout le monde, c'est de manière très opérationnelle, comment je le mets en place à l'échelle des équipes, à l'échelle d'un manager et de ses équipes qui a des méthodes de travail et des productions à faire, quelles qu'elles soient, intellectuelles, physiques, peu importe. Et là, on est dans le concret. Donc là, arrive une phase où il va falloir réinventer l'organisation même du travail, avec le lieu, les temporalités, les zones de rencontre, les rituels d'équipe et autres. Donc pour ce faire, c'est sur le slide suivant. Beaucoup travaillent aujourd'hui à... Alors là, ce que vous voyez est un peu simplifié, évidemment, c'est caricatural. Mais à catégoriser quelque part les typologies de télétravailleurs ou de travailleurs au sens large du terme. Et c'est pas seulement je suis au bureau physique ou je suis chez moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc l'idée, c'est de travailler sur les activités à l'échelle d'une équipe, donc les cartographier, bien évidemment, au-delà des activités, de les regrouper par grande typologie, de travailler sur la pertinence du travail distant, présentiel ou mode hybride,
parce qu'il peut se passer avec des gens à distance et des gens sur place, par grande catégorie d'activités, et ensuite travailler sur les protocoles, les modes opératoires de chacune des activités. Ça, c'est la base. Et cette base-là, quand on commence ensuite à la travailler dans les modes opératoires, on a la fréquence aussi de ces activités, et on les travaille à l'échelle, je dirais presque d'un agenda, d'un collaborateur type, et se dire au fond, à l'échelle du jour, de la semaine, du mois, de l'année, quels sont les points de convergence au bureau en physique, à distance. Et là, on commence à mailler finalement le nouveau fonctionnement d'une équipe et de la chaîne de production de ce qu'elle doit délivrer. Et ça, c'est absolument clé. Ça, c'est l'étape qui s'ouvre aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Tout le monde ne l'a pas identifié, mais en tout cas, beaucoup de managers, je peux vous le dire, se posent la question, et c'est vraiment un sujet RH à adresser. Et ça découle sur plein d'autres thématiques. Donc l'autre thématique derrière tout ça, c'est au fond mon lieu de travail, mes bureaux. Voilà. Est-ce que j'en ai besoin ? Quelle est leur dimension? Et au fond, est-ce que je regroupe tout le monde au même endroit? Est-ce que demain, le grand campus qui regroupe tout le monde aux périphéries de Paris, c'est le bon modèle? Ou est-ce qu'au fond, je crée un siège, un lieu qui incarne la culture d'entreprise, l'image de l'entreprise, un lieu où on vient se ressourcer, où on vient collaborer, avant de repartir peut-être dans d'autres endroits, plus peut-être des hubs plus proches des bassins de vie des collaborateurs, parce qu'on travaille souvent mieux dans un cadre de travail, avec d'autres personnes qui travaillent autour de nous, même s'ils ne font pas partie de la même société. Donc ça peut être un hub pris en location, ça peut être un coworking, ça peut être un tiers-lieu, évidemment chez l'habitant, chez le collaborateur. Donc le réseau devient une sorte d'écosystème, un réseau qui est à réfléchir, et je sais que chez vous, Anne, vous avez eu cette réflexion de se dire, est-ce qu'on ne bascule pas finalement dans un coworking, tout ou partie, vous pourrez nous en dire deux mots tout à l'heure, mais c'est une véritable réflexion, mais qui est stratégique. Donc évidemment, les enjeux économiques derrière, bien évidemment. Donc on pense à rationaliser, mais aussi à repenser son portefeuille ou son immobilier physique, mais ce ne sont pas que des enjeux économiques. D'accord ? Ensuite, il y a une autre thématique qui en découle immédiatement, c'est dès lors que l'on a potentiellement réduit les surfaces, parce qu'on l'a adapté au fait qu'il y ait moins de personnes qui soient en temps réel dans les bureaux. Et ça, on est de l'ordre de 20 à 30% de réduction en moyenne sur le marché. Voilà ce qu'on voit, et je pense que vous êtes pile poil dedans, Anne. Vient l'idée de la mutualisation, le fameux flex office. Alors, qu'est-ce que c'est que le flex office ? Le mot qui fâche. Le mot qui fâche ou qui fâche pas, mais le flex, c'est un grand fourre-tout. Pour redonner une définition claire, le flex est à la fois un choix qui est donné aux collaborateurs, aux managers, à l'entreprise, de travailler sur les horaires de travail, de travailler sur le lieu de travail. Alors le lieu, ça peut être chez soi, un coworking, un tiers-lieu, au bureau, au sein même du bureau, une multitude de lieux, de postures de travail différentes qui permettent de réaliser des activités qui sont propres et qui nécessitent un environnement dédié, et donc donner le choix aux collaborateurs. C'est ça le flex. Et oui, il y a une notion de mutualisation, d'application de l'économie du partage au bureau, parce que si les gens ne viennent plus que la moitié du temps dans la semaine physiquement dans ce bureau-là, conserver des mètres carrés, des postes de travail, inutiliser la moitié du temps, quelque part, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens d'un point de vue économique. Ça ne permet pas de créer la multitude de typologies dont demain on a besoin pour bien travailler quand on vient physiquement au bureau. Évidemment, ça a un impact aussi, je dirais, presque écologique, puisque des mètres carrés consommés qui ne servent à rien, qu'on chauffe, qu'on refroidit, qu'on éclaire, que l'on construit, et qui ne sont pas vraiment utilisés, posent un sujet. Donc ça aussi, le RSE étant une grande préoccupation, le flex est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et il y a évidemment, pour y arriver, une sujet de mutualisation. Alors, on vous a donné quelques exemples que vous voyez s'afficher, pour que ce soit un peu plus concret. Concrètement parlant, voilà, sur le premier, donc c'est le précédent, pardon, vous voyez ce qu'on appelait un open space. Alors, c'est souvent assez décrié dans la tête de tout le monde, mais l'open space classique que l'on voyait avant crise, des bureaux, des postes de travail en grande majorité sur les surfaces, en premier jour parce qu'on favorise la qualité de vie, évidemment, et de la lumière, et en second jour, ce qu'on appelle les parties centrales, des espaces de collaboration assez formels. Donc, vous voyez en Parme, c'est plutôt ce qui est formel. Et en rose, c'était aussi les espaces un peu plus informels, en général une cafétéria d'étage, un peu sympa, bien traité, où on peut aussi travailler. Et vous voyez que pour là, sur un plateau type comme celui-ci, 130 personnes, 130 résidents, ils ont tous un bureau affecté, un poste de travail, et on a environ 0,8 positions de travail alternatives, c'est-à-dire dans les salles de réunion ou autres, par poste de travail. 80% des surfaces étaient dédiées au poste. L'évolution qu'on voyait déjà avant crise, sur les projets entre guillemets flex, qui commencent à se généraliser, c'est je peux mettre beaucoup plus de résidents sur le même plateau, ils mutualisent puisqu'ils ne sont pas tous là en même temps. Je commence à partager les postes de travail. Donc là, on est sur un ratio de 0,67 qui est environ la moyenne de ce qu'on voit aujourd'hui.
Et vous voyez que c'est en train de baisser, on était à 0,8. Oui. Donc 8 postes pour 10 personnes avant crise, on est à 0,67 environ en moyenne aujourd'hui, voire 0,6. Et beaucoup plus de positions de travail, je dirais, alternatives au poste de travail, dans l'espace de travail. Et vous voyez que le rose, c'est-à-dire le travail de manière un peu plus informelle, a pris de la place sur les surfaces avec de nouvelles typologies qui apparaissent. Des espaces de brainstorm, des espaces projets, des espaces de prise de parole, des espaces de déconnexion, qui commençaient à prendre beaucoup plus de surface. Vous voyez, les surfaces, 60% dédiées au poste de travail, 40% au reste. Et ce que l'on attend, nous, et que l'on voit déjà pour le coup, on ne les voyait pas il y a un an, on les voit déjà, ça y est, aujourd'hui, c'est finalement beaucoup plus encore de résidents affectés au plateau, beaucoup plus de positions de travail, beaucoup plus de variété, des taux de partage de postes qui descendent à 4 sur 10, donc 0,4, et beaucoup plus encore de positions de travail alternatives par poste de travail. Et donc, ce qu'on est en train de se dire, nous, c'est qu'on ne va plus parler de poste de travail ou de position par poste de travail. Demain, au fond, on a un plateau qui présente une multitude de variétés de postures de travail, quelles qu'elles soient, formelles, informelles, poste de travail, typologie, salle de réunion, ouverte, pas ouverte. Mais on ne parlera plus de poste de travail, mètre carré par poste de travail ou position alternative par poste de travail, le poste de travail étant juste une des typologies parmi toutes les autres. Voilà ce qu'on voit arriver, et donc la majorité des surfaces ne seront plus du poste de travail. On le voit arriver aujourd'hui, et c'est clairement la tendance que l'on pense pour le futur. Voilà les impacts concrètement du flex sur les bureaux. Ensuite, si on passe à la suite, on a encore un autre sujet qui est fondamental, c'est comment, du coup, je pilote la flexibilité que je donne à mes collaborateurs de travailler à distance ou sur site, et qu'est-ce qu'ils font sur site et dans quels espaces, si je n'ai pas d'outils de pilotage. Et là, c'est là que les technologies nous aident beaucoup, et elles sont dédiées, je dirais, aux collaborateurs pour le rassurer. Dans beaucoup d'entreprises, beaucoup se disent « je ne vais pas trouver de place quand je vais arriver ». Je vous interromps, Rémi, parce que je pense que j'ai reçu une première question. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire que n'hésitez pas surtout à les transmettre sur le chat, qu'on puisse les traiter soit en fin de session, soit au fil de l'eau, comme ce que je fais maintenant, puisque la question est quid des ajustements éventuels en matière de pilotage de la performance et de l'activité. Donc, je pense que c'est exactement ce dont vous vous apprêtiez à parler, puisqu'une fois qu'on a vu tout ceci, pour le DRH, pour le manager, comment je pilote et du coup je peux ajuster avec les profils qu'on a vus. Donc... Complètement. Donc il est quasi impossible de trouver l'équation juste du premier coup. Donc déjà, oui. Il fait du test and learn. Quand on a du temps, on essaie de faire des pilotes, on le monitore et on essaie d'ajuster avant de déployer. Quand bien même on déploie, il faut des outils pour piloter, monitorer et ajuster en temps réel. De toute façon, on voit dans les études de Flore, ne serait-ce qu'en un an et demi, tout a évolué, ça va encore évoluer. Donc ces outils, ils sont fondamentaux, encore une fois, pour piloter l'environnement de travail, leur usage, leurs occupations, est-ce qu'ils sont adaptés à ce que font les collaborateurs quand ils viennent, du coup pour être au service de la performance. Et ces outils, tout le monde va vous parler d'outils déjà de réservation, parce que ça c'est rassurant pour le collaborateur, j'ai réservé mon poste, je peux arriver et savoir que j'ai mon poste. Ça lui permet aussi de voir et de cartographier qui est présent. Donc s'il a besoin de travailler avec d'autres collaborateurs sur un projet ou que sais-je, il sait que demain, Flore est là présente demain, j'ai besoin de travailler avec elle, demain je peux venir au bureau, je réserve quelque chose à côté de chez elle. Donc, ou l'inverse, qui permettent ça. Surtout, je ne viens pas parce que j'ai vu que... ou aussi, dans tous les sens. Pour les managers, ça permet de cartographier leurs ouailles et d'agir s'il y a besoin. S'il y a une urgence business, n'oublions pas, ce n'est pas le temps personnel qui doit primer sur l'organisation du travail, c'est bien l'organisation du travail qui prime. Donc s'il y a une urgence business, il faut que le manager ait l'occasion, un outil en tout cas, qui lui permette de cartographier entre guillemets ses ouailles, il doit dire là on a besoin de faire quelque chose et d'agir. Et puis bien évidemment côté RH, la déclaration du télétravail, des jours télétravaillés, quand on laisse la flexibilité que vous donnez à vos collaborateurs, elle est fondamentale pour des sujets de responsabilités évidentes. Qui vient au bureau et quand, qui est chez lui et quand. Et indispensable aussi côté immobilier, parce que si je ne sais pas qui vient au bureau à un instant T, et que j'ai dimensionné justement, que j'ai mutualisé, qui me dit que tout le monde aura une place quand il va venir et qu'on ne va pas déborder entre guillemets du dimensionnement qu'on avait imaginé. Donc ça, il faut pouvoir le piloter. D'où ces outils qui sont absolument clés et que l'on déploie massivement dans les entreprises. Alors, il y en a pléthore, il y a beaucoup de startups françaises qui ont monté des solutions et puis des entreprises plus présentes depuis longtemps dans la pilotage, je dirais, de l'immobilier ou du RH. Voilà, donc, parce que là, on est vraiment à la jonction. On est à la jonction, mais c'est en train de fusionner. Sur le pilotage RH et le pilotage immobilier, on le voit bien, sont en train de se rapprocher très concrètement. Et l'outil technologique est absolument clé, bien évidemment.
Donc là, on voit une appli en fait sur Oui. votre slide. Donc il y a des entreprises qui utilisent ça Bien pour sûr. savoir. Certaines ont même développé leurs propres applis ou leurs propres outils. Il y en existe sur le marché. L'idée, c'est de dire j'injecte dedans ma politique télétravail, ce qui permet de la monitorer, de déclarer les venues sur site. Et ensuite, ça peut aller beaucoup plus loin. Je peux aller jusqu'à réserver des postes, faire du check-in quand je viens, commander évidemment des services quand je viens sur site, ou même à distance, me faire livrer quand je suis chez moi. Là, on va basculer sur le sujet des services, qui est le dernier point. Ça permet de mieux accueillir, ça permet d'interagir avec son bâtiment aussi, c'est-à-dire que contrôler la qualité de l'air, de la lumière et plein de sujets. Donc c'est à la fois compliqué et c'est fondamental. On peut le faire très très simplement, ou on peut le faire de manière très compliquée. En tout cas, c'est devenu indispensable. Et plus on va mutualiser, plus ces outils sont indispensables. Et ça permet aussi, je pense, de mesurer en temps réel le taux de présence sur un site, là où avant on était dans le flou total et on n'avait aucune idée du nombre de collaborateurs présents Complètement. un jour donné. Complètement. Déjà, la déclaration permet d'avoir une vision à peu près claire. Alors tout le monde, c'est pas parce qu'on a déclaré qu'on va venir sur site. On peut avoir une urgence, on va chez un client, que sais-je. Mais on a déjà une bonne vision. On peut après le coupler avec des capteurs, bien évidemment, qui vont compléter en temps réel ce qui se passe dans les locaux, évidemment de manière anonyme. C'est un grand sujet, mais on y est. Enfin, l'acceptation de ce type d'outils, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'avant crise, bien évidemment, parce que tout le monde y a un intérêt quelque part. Oui, bien sûr. Alors avant qu'on poursuive, Anne, qu'est-ce que vous retrouvez dans la façon dont on aborde les choses, la place du flex office, des espaces collaboratifs et leur multiplication avec les différents types de formats? Qu'est-ce que vous retrouvez? Et peut-être comme vous avez la particularité d'avoir eu un projet de déménagement lancé avant crise, mais qui s'est déployé à la toute fin de la crise. Peut-être que vous avez procédé à des ajustements entre vos premières idées et le résultat final, qui sont très intéressantes pour nous pour suivre ces évolutions. Oui, tout à fait. Donc, on a démarré le projet de déménagement en 2019, donc avant la pandémie. Et au cours des différents confinements, on a réajusté en diminuant le nombre de postes de travail, exactement comme le disait Rémi, et en augmentant les espaces collaboratifs, les espaces informels, pour offrir à nos collaborateurs une expérience beaucoup plus collaborative, beaucoup plus riche quand ils viennent au bureau. Parce qu'aujourd'hui, ils sont comme dans un cocon finalement à leur domicile, comme le disait tout à l'heure Flore, et je pense que quand ils reviennent au bureau, ils cherchent quelque chose de différent de ce qu'ils ont à leur domicile. Donc on a beaucoup d'espaces collaboratifs, d'espaces informels qui sont non réservables, qui sont très flexibles, qui sont aussi modulables en fonction des besoins, du nombre de personnes qui souhaitent intervenir, qui souhaitent se rassembler, pour offrir un maximum de performance, de créativité, de collaboration à nos équipes quand elles viennent au bureau. Et ensuite, sur le flex office, donc on a créé des grandes zones, donc les collaborateurs n'ont plus leur bureau attribué. Il y a des grandes zones sur lesquelles on peut déborder, mais où les équipes peuvent collaborer ensemble. Ça permet de rassurer les collaborateurs et d'éviter de perdre du temps le matin quand on arrive au bureau, de dire où est-ce que je m'assois. Donc voilà, je sais que je peux trouver... Des territoires d'équipe, en fait. Voilà, il y a des sortes de territoires d'équipe, de villages d'équipe, oui. Où on peut trouver telle ou telle équipe. Mais il n'y a pas de bureau attribué. Voilà, c'est plutôt des grandes équipes qui vont collaborer ensemble et qui vont s'installer dans ces zones. Et ensuite, dans les zones de collaboration, c'est vraiment très très modulable, très flexible. On est dans une culture de la transparence aussi. Nos bureaux ne sont pas fermés, ces espaces ne sont pas fermés. On a bien sûr des salles de réunion, mais on a de très grands espaces de coworking qui ressemblent un peu à une sorte de cafétéria où on peut aller travailler. C'est beaucoup plus convivial. Je crois que c'est Malakoff Humanis qui disait que 46% des collaborateurs souhaitent retrouver de la convivialité en venant au bureau. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a misé pour nos bureaux. Et alors donc sur les questions que vous vous êtes posées, puisque vous vous apprêtiez à déménager vous lanciez le projet quand la pandémie a démarré, est-ce que vous vous êtes dit, bon, on arrête tout, on remet tout en question, compte tenu de ce qui est en train de se passer et de ce que ça bouscule dans les usages des collaborateurs. On sait, parce que quand on a préparé cette matinée, on en a parlé, que vous êtes allé assez loin dans vos réflexions. Et qu'est-ce que vous avez retenu et ajusté? Effectivement, on a fait une sorte d'arrêt sur image. On s'est dit
dit quels sont les nouveaux besoins. Et les besoins ont évolué pour nos collaborateurs, les nouveaux modes de travail sont présents et on va difficilement revenir en arrière. Donc on ne s'est pas mis de barrière, on est même allé jusqu'à considérer des espaces de travail collaboratifs du type WeWork, où finalement on n'a pas des bureaux attribués pour une entreprise, mais on retrouve dans ces espaces différents espaces plus petits, plus ou moins grands, qui sont aussi des espaces collaboratifs pour notre entreprise. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir, évacuer ce sujet-là, par exemple? C'est le côté, il faut qu'on puisse arriver à se retrouver, que le bureau, il y a un petit côté porte-étendard de l'identité de l'entreprise aussi? Tout à fait. Donc là, déjà, on introduisait la partie flex office dans notre façon de travailler. On avait envie d'avoir nos espaces à nous et en plus, on a eu cette opportunité d'aller dans la toute nouvelle tour Alto à La Défense. Et donc, on a sauté sur l'occasion parce que très bien connecté, le métro est en bas de la tour, environnement, quartier très, très vivant. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de se retrouver de ce côté vivant dans le quartier, dans l'environnement de travail. Et un environnement qui apporte des services complémentaires, qui est exactement ce que vous vouliez évoquer, Rémi, Complètement. à ce stade de la réflexion, puisque quand on passe sur le flex, alors effectivement, on voit que là, on est pile dans vos slides avec un flex à 0,6. Tout à fait. C'est un équilibre qu'il faut rechercher avec notamment une place de plus en plus importante à accorder aux services qui entourent le bureau lui-même. Donc, on va peut-être revenir sur cette partie de la présentation. Absolument. Juste avant, je souhaiterais insister sur ce qu'a dit Anne, sur la création des territoires d'équipe. Dans le flex, ça fait très peur parce que les gens se disent, on arrive dans un bureau impersonnel, on ne sait pas où on va s'asseoir, à côté de qui on va être assis. C'est pas ça. On passe d'un repère individuel, et on a tous besoin de repères, on le sait. L'être humain est ainsi fait. On passe d'un repère individuel, d'un bureau attitré, on peut mettre sa photo ou autre, à des repères collectifs, des repères d'équipe, à échelle humaine. Donc ces territoires permettent de personnaliser et d'animer pour le manager, d'ailleurs, des rituels d'équipe qui sont fondamentaux pour le collaborateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller travailler ailleurs, mais ça veut dire qu'il y a un territoire dans lequel il va retrouver sa famille. Et ça, c'est fondamental et il ne faut jamais l'oublier. Son dimensionnement va toujours changer selon les entreprises, les métiers, la culture, et ainsi de suite. Et ça, c'est absolument clé dans l'application du Flex Office. Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est une opportunité pour le collectif, en fait. Parce que c'est l'occasion. Mais il est indispensable. Repenser le repère individuel disparaissant, il faut un repère collectif très très fort. Sinon, effectivement, on a un risque de désengagement assez important côté collaborateur. Tout en gardant la réservation de bureaux qui, de manière individuelle, rassure les collaborateurs. Voilà. Nous, on le voit chez Fujitsu, c'est très important pour eux de pouvoir savoir où est-ce qu'ils vont s'asseoir, qu'ils auront bien un bureau qui les attendent quand ils vont au bureau. Donc, ils réservent à chaque fois? Oui, tout à fait. D'accord. Pour revenir du coup sur le sujet du service, effectivement, on l'a dit, il faut que l'expérience de travail au siège, au bureau, dans les bureaux en tout cas, soit réussie et soit différente de ce qu'on vit quand on est chez soi, où on peut descendre, faire une course, aller s'acheter à manger, aller au pressing, que sais-je, aller faire du sport entre midi et 2, de manière rapide et importante. Donc l'offre servicielle, clairement, prend une importance encore plus importante qu'auparavant. Et elle doit être différente et complémentaire de ce que je peux vivre quand je suis chez moi. Et il y a plusieurs grandes familles sur lesquelles il faut travailler. Il y a l'accueil. L'accueil doit être une expérience réussie pour un nouveau prospect, pour un client, pour un collaborateur. Il y a beaucoup de travail autour de ces thématiques-là. L'expérience, on l'a vu sur le sujet, je mange mieux quand je suis chez moi que quand je suis au bureau, et elle est absolument clé. On est français, la nourriture c'est très très important, le repas de midi aussi. Donc on a vu beaucoup de travail autour de ces thématiques de la restauration, avec des frigos connectés, avec des accords, avec des Deliveroo, des Frishti ou d'autres qui peuvent délivrer des repas au bureau, mais aussi chez le collaborateur qui télétravaille, puisqu'il n'a plus accès quelque part au restaurant d'entreprise ou inter-entreprise quand il y en avait un. Un grand sujet autour du bien-être, on en a parlé. Vous avez fait venir des psychologues du travail. Il y a beaucoup de sujets autour de cette thématique, du sport, du bien-être, nutritionniste, psychologie du travail, avec des applis, du présentiel. Il y a énormément de thématiques à travailler autour de ce sujet-là, et sans forcément avoir des coûts importants de CAPEX et d'investissement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'offres maintenant qui font avec ce qu'on a, et avec l'environnement qu'on a immédiat dans le bureau et puis aux alentours, on peut faire beaucoup de choses. Le sujet business qui reste clé, on passe des business centers qui deviennent des future centers, des lieux qui favorisent la résolution de problèmes collectifs, ça aussi qui doivent monter en gamme. Tous les outils digitaux qui vont autour de cette expérience qui sont absolument clés. Et enfin,
quelque chose de plus RSE qui est finalement l'intégration du lieu de travail dans son écosystème immédiat sur tous les aspects. On a des sujets culturels, donc importer l'art à l'intérieur des bureaux pour se cultiver, ça fait partie aussi des sujets clés que souhaitent les collaborateurs, mais c'est aussi faire vivre et vivre dans son quartier, avec son quartier, en créant des réseaux qui sont très importants, que ce soit sur des activités sportives, avec des sujets de restauration, avec plein d'autres thématiques pour que l'entreprise soit réellement intégrée et pas une forteresse dans laquelle on badge et puis on rentre et on vit sa vie et on repart, mais intégrée dans son écosystème de quartier, comme nous quand on est chez nous, avec notre quartier et nos connaissances. Fondamentale, cette thématique est clé. Elle est clé chez les propriétaires investisseurs, elle est clé chez les utilisateurs. Il est clair que sur la Tour Alto, vous avez trouvé bon nombre de services qui répondent à ces thématiques. Oui, tout à fait. Et on a la chance d'avoir un restaurant interentreprise qui est de grande qualité, vraiment très très bon. Donc ça attire aussi beaucoup les collaborateurs. Puis on a tout un tas de services dans la tour, salle de sport au 23e étage avec une vue magnifique, une conciergerie qui a des services extrêmement larges, voilà, il y a beaucoup de choses autour de la tour. Mais on a aussi mis l'accent sur la partie événements. Donc on a offert la possibilité plusieurs fois aux collaborateurs d'aller faire des happy hours autour de la tour pour revenir au bureau et pour retrouver cet aspect informel entre collaborateurs. Et on a lancé l'inauguration de nos locaux sur 3 jours, le 13, 14 et 15 septembre, avec des événements de team building qui ont été extrêmement appréciés. Il y avait un regain, un retour au collectif où les gens étaient très très heureux de se revoir. Il y a un côté programmation en fait, programmation événementielle. Il faut aller au bureau parce qu'il s'y passe quelque chose. C'est événement de revenir au bureau. Voilà. En tout cas, c'est que ça marque bien la différence, comme le disait Rémi, avec l'univers du domicile, puisqu'il faut arriver à marquer cette rupture. On commence à approcher de la fin. Il faut qu'on avance vers notre conclusion. J'ai une ou deux questions à vous adresser et c'est intéressant, vous verrez, parce que c'est exactement sur ce que vous disiez, être la pleine actualité des réflexions des entreprises. Mais avant ça, je vous laisse avancer un petit peu vers votre conclusion. Alors, pour conclure, on avait juste un slide à projeter pour se dire, juste pour remettre les choses un peu en perspective à ce stade de la discussion. En fait, on se dit finalement, on est face à une pyramide de besoins. Le besoin primordial, le socle de base, c'est celui de la santé. On a vu que la santé, c'était 3 piliers, mental, physique et social. Ça, c'est vraiment le socle qu'il ne faut pas négliger. Une fois qu'on a ce pilier d'assuré, de garantie, on peut parler de bien-être. Et on n'est plus sur... on avait beaucoup de discussions avant crise sur le Chief Happiness Officer. On n'est plus sur des choses qui peuvent paraître parfois un peu gadget. On est vraiment sur un bien-être holistique, pas sur des petites mesurettes à droite à gauche, mais vraiment une prise en compte globale du bien-être des gens et de ce dont ils ont besoin pour se sentir pleinement bien épanouis dans leur travail. Et c'est quand on a sécurisé ces 2 strates qu'on peut parler de performance. Et je pense que c'est un grand défi pour les employeurs. On a énormément qui nous disent mais oui, mais quel est le ROI de toutes ces actions comment est-ce qu'on garantit la productivité, la performance? Mais pour nous, voilà, il y a vraiment une logique de se dire d'abord santé, bien-être et la performance suivra. Alors, les questions. Les questions des participants, c'est d'abord essayer de faire le tri dans le télétravail et les différents profils de télétravailleurs avant d'arriver à aller jusqu'à l'immobilier. J'ai plusieurs questions qui vont dans ce sens-là, avec une remarque plus qu'une question sur le fait qu'il faut d'abord faire un plan d'activité et comprendre, en fait, ce que je comprends de la question, bien en finesse les différents types de fréquentation avant de passer aux aménagements et à vos propositions. Et la personne qui adresse ce commentaire dit sinon, c'est une solution, donc je pense qu'on parle du flex, c'est une solution d'économie mal vécue par les salariés. Et puis alors, il y a une autre question qui s'inquiète de la notion de silo que peut créer le sujet du territoire d'équipe que vous évoquez. Donc, effectivement, sur la réaction aux craintes des salariés, alors ça ne date pas de la pandémie, c'était d'avant, mais comment on traite ça et comment on est sûr qu'on est prêt à regarder l'immobilier, qu'on a fait les bons constats au préalable. Rémi, je pense que c'est pour toi. Alors, en fait, c'est normalement l'inverse. C'est-à-dire que le territoire d'équipe, il est poreux. Oui. On est, par rapport à avant, on avait une zone affectée pour une équipe et elle lui était réservée, puisque les postes étaient réservés par les gens qui la constituaient.
Aujourd'hui, c'est un territoire, il est poreux, il est à côté d'un autre territoire qui est lui-même poreux. Par contre, on y retrouve son environnement, sa famille, comme je le disais tout à l'heure. Mais on a le droit, et ça, c'est des politiques à mettre en place, évidemment, au regard des métiers et du pilotage de l'entreprise et ce qu'elle souhaite. On a le droit d'aller s'asseoir ailleurs. On interagit avec bien d'autres départements dans la journée que le sien. Et être capable d'aller directement, physiquement, s'implanter avec les gens avec qui on collabore est fondamental. Je reviens dans mon territoire d'équipe quand j'en ai besoin, mais j'ai le droit de m'implanter ailleurs. Donc voilà, cette souplesse-là, elle est fondamentale. Les curseurs vont dépendre de chaque situation. Ils sont à réfléchir, bien évidemment. Et c'est en ça où, justement, on ne silote pas, c'est le contraire. Et on réfléchit je dirais, en cercle concentrique. C'est-à-dire qu'on réfléchit à l'échelle on va appeler ça un cluster, d'un territoire d'équipe assez industrialisé quand même. On ne peut pas faire que du sur-mesure. De quoi est-il constitué? Quels sont les besoins essentiels que l'on doit mettre dans ce cluster-là? Ensuite, il y a un cluster à l'échelle de plusieurs territoires d'équipe. Qu'est-ce que l'on peut mutualiser à l'échelle de plusieurs territoires? Et ensuite, il y a un troisième cercle à l'échelle même d'un immeuble, si on a un immeuble, ou de l'ensemble de ses surfaces. Et là, qui sont dédiés à toutes les équipes. Et c'est l'ensemble qu'il faut considérer. Et c'est par cette approche qu'on arrive justement à casser les silos, pour reprendre les mots de notre directeur général. Ah, J'aime bien cette expression. Bien joué, Rémi. Peut-être une question, peut-être pour vous, Anne, parce que, et alors là, je pense que c'est typiquement, vous avez déjà votre accord télétravail, ça y est, c'est calé, c'est lancé. Mais il y a quand même encore beaucoup d'entreprises qui sont en cours d'adoption ou de modification de ces accords. Et donc, il y a une question qui dit comment je fais pour ce sujet de pilotage de la performance et de la présence des télétravailleurs quand l'organisation est un peu freestyle. Et j'ai une autre, je le reprends parce que j'ai une autre question qui va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire peut-être quand on n'est pas encore tout construit, c'est vrai qu'une fois qu'on a construit la règle, on peut commencer à poser les usages sur les bureaux. Mais pour toutes ces entreprises qui vivent actuellement une période de flou, peut-être un ou deux principes conducteurs de comment j'organise les choses, le temps d'y voir plus clair, le temps d'adopter définitivement la règle qui s'appliquera à l'entreprise pour le télétravail. On partirait de quoi? On dirait quoi comme 2-3 idées et indicateurs? Je pense qu'il faut analyser, comme on disait tout à l'heure, les profils de télétravailleurs pour savoir quels sont les besoins. Si j'ai une population essentiellement commerciale qui passe 2-3 rendez-vous clients par jour et qui n'est pas présente au bureau, ou une population plus sédentaire de fonction support. Ça, c'est vraiment le travail de base, je pense, pour cadrer un petit peu les besoins de télétravail. Et après, nous, on l'a vécu comme quelque chose de participatif. Donc, on a sondé nos collaborateurs, puis nos managers. C'est de la gestion du changement, finalement, de l'accompagnement du changement, pour que ce soit un succès collectif et que les collaborateurs adhèrent à cet accord de télétravail. Et peut-être, Rémi, vous disiez ça tout à l'heure, peut-être assumer complètement qu'il y ait une phase de test and learn. Oui, je pense. Elle est clé, hein. Elle est clé, et quand bien même elle se déploie à tout le monde, de toute façon, on reste en test and learn, parce qu'on se le disait, ça évolue, tout va changer, et on ne peut pas trouver la solution immédiate tout de suite. Donc il faut garder beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité, beaucoup de retour d'expérience de ce qui se passe, et essayer de garder de la souplesse dans l'ajustement, bien évidemment. Voilà. Par contre, ça part toujours d'une étude ce que souhaitent les collaborateurs, mais surtout ce que souhaitent les managers et l'entreprise, pour que ça fonctionne, parce qu'il faut que l'organisation du travail permette de délivrer. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. C'est pas simple, mais il y a des méthodes assez pragmatiques pour y arriver. Par contre, il faut les monitorer, parce que ça va évoluer. Il faut se donner cette souplesse. Alors, j'ai 2 petites questions un peu précises que je pense que c'est encore pour vous, Rémi, mais bon. La première, sur le fait que beaucoup de salariés sont perturbés par le bruit dans cette phase de retour au bureau. Donc, ils avaient perdu cette habitude. Quelles sont les premières réponses qu'on peut apporter? Et je vous donne direct la deuxième. Et ça fait peut-être écho à ce qu'on évoquait sur WeWork, etc. Savez-vous comment mettre en place une sous-location d'espace? Alors là, ça devient technique, mais on peut... Technique. Sur la première question, en fait, il faut retourner le sujet. C'est que s'il y a du bruit dans l'environnement de travail aujourd'hui, alors que les gens reviennent, c'est qu'il n'est pas adapté à ce qu'ils doivent y faire. Oui. Tout simplement. Ça veut dire que les gens collaborent et discutent dans un espace ouvert alors qu'il y a des postes de travail. Comme vous l'avez vu sur les images qui sont très schématiques tout à l'heure, on doit complètement changer la façon dont on aménage nos environnements de travail. Et s'ils sont bien pensés, les zones de concentration sont des zones de concentration, les zones de travail collaboratif sont des zones de travail collaboratif, formelles, informelles, peu importe. Donc si c'est bien pensé, a priori, ce problème de bruit ne doit pas exister. Ceci étant,
ça, c'est purement l'aménagement. Derrière, ce qui compte, c'est surtout la façon dont les gens vont l'utiliser. C'est les usages, c'est les comportements qu'il va falloir arriver à faire changer, parce que là, on parle vraiment d'une rupture forte pour beaucoup de collaborateurs et d'entreprises. Donc, c'est de la conduite du changement. Donc, c'est des ambassadeurs qui vont pouvoir porter la bonne parole. Donc, c'est co-construire des règles de vie et d'usage les plus adaptées à un nouvel environnement de travail physique et technologique. Et ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, mais il ne faut pas le négliger. Ça ne va pas se passer tout seul. Mais c'est intéressant de retenir que c'est quand même un symptôme de quelque chose à Oui, traiter. toujours. Oui, Et j'allais complétez. dire, oui, en fait, le flex office, on parle aussi souvent d'environnement de travail dynamique. Et je trouve que c'est une bonne image parce que c'est aussi se dire, on arrête de rester toute sa journée à son poste de travail et on a la démarche, si on a besoin de s'isoler, d'aller se mettre dans un espace de concentration pour ne pas souffrir du bruit. C'est tout à fait ce que j'allais compléter. Chez Fujitsu, on a prévu donc des espaces qu'on appelle des focus rooms, qui sont des petites salles de réunion pour 1 ou 2 personnes, dans lesquelles on peut aller s'isoler pour du travail de fond, dans lesquelles on peut être plus concentré. On a aussi des sortes de cabines téléphoniques dans lesquelles on peut s'isoler, passer un coup de fil sans problème, et il n'y a pas du tout de passage du bruit de l'extérieur à l'intérieur. Ça, c'est clé, ce que vous venez de dire, Anne, c'est que, je dirais, tout ce qu'on a vu, ces nouvelles typologies d'espace, sont-elles nouvelles? Non, elles ne le sont pas, parce qu'en fait, on le voyait déjà avant crise, c'est les quantités et le déploiement généralisé qui changent. Par contre, la petite cabine, parce qu'il ne faut pas oublier, on ne va pas faire que collaborer quand on vient au bureau, on a aussi des visios, où on se retrouve seul. Effectivement, si on n'a pas de lieu où le faire, on le fait dans l'open space, problème de bruit. Donc, il va se multiplier ces petits espaces isolés où on peut aller faire une demi-heure, 1 heure sa visio, même quand on est au bureau, pour ne pas déranger les autres. Ça, par contre, c'est une nouveauté parce que ça va se multiplier, bien sûr. Ouais, avec une notion de un peu de fragmentation des espaces et beaucoup de créativité. Mais merci beaucoup pour toutes voilà, vos éclairages, vos partages d'expériences. Merci à tous les participants pour leur attention et leurs questions. J'étais ravie de modérer cette matinée qui nous a donné plein de pistes de nouveaux sujets à aborder. Donc merci beaucoup à vous 3 et à bientôt pour un nouveau talk décideur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.